David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. Les présidents de République, premiers ministres, ministres, sénateurs, maires, journalistes, chanteurs et comédiens. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com, Abbassi, A-2-B-A-S-I. De ces questions. Sur l'ignorance des Français. Mais l'instrumentalisation, Adèle, l'instrumentalisation de l'idée du co-développement comme une clé, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur le fond des équilibres. Excusez-moi, vous coupez la parole, je suis là plus de 15 ans en France. Là, je comprends. Si je suis arrivé à quelque chose, je suis arrivé à un point très important. C'est qu'il y a plus d'ignorance de la politique et l'histoire de France chez les Français. Moi, je vous l'assure ça. Parce que on donne aux Français ce qu'on veut, on les fait savoir. Je ne crois pas forcément, Adèle, que les Français veulent ça, veulent ce qu'on leur donne, vous savez. Comme on le rappelait tout à l'heure. Attendez, laissez-moi parler. Quand on voit les élans de générosité au quotidien, comme la suscité Cachan ou autre, vous savez, il ne faut pas non plus confondre certains affichages politiques et justement ce qu'est le peuple français dans toute sa diversité et dans sa solidarité du quotidien. Mais je crois qu'il y a un autre auditeur, Adèle, qui cherche à intervenir. Vincent, bonjour Vincent. Merci beaucoup. Merci Adèle. Vincent. Ouais. Oui, bonjour. Ouais, je suis là, donc on avait entendu maintenant. Oui, non mais bon, vous avez tout ce qu'il vous faut, il vous faut encore tirer sur l'ambulance, quoi, comme dirait un acteur à la télé. Bon, moi, je m'en fous d'acteur. Vous avez tout ce qu'il vous faut, il faut encore tirer sur l'ambulance. J'ai pas compris. On ne comprend pas ce que vous voulez dire, là, Vincent, vous n'êtes pas très précis dans votre question. Adèle, est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'il a dit, Vincent? Non, j'ai pas compris. Tirer sur l'ambulance, je vois pas non plus ce que ça veut dire. Bon. J'ai pas compris. On tire sur l'ambulance en Irak, je crois, ouais, en Afghanistan. En Afghanistan ou l'Irak, c'est pareil. C'est les Américains qui sont partis colonialiser un pays et de ça, il y a un résultat de réfugiés, un résultat de misère, un résultat de déséquilibre économique international et surtout au niveau humanitaire. C'est tout. Il faut que nous, les populations, les citoyens, il faut qu'on comprenne un petit peu Mais vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple de solidarité très concrète, le réseau Éducation sans frontières. Au départ, ça commence par quelques professeurs, souvent militants d'extrême gauche, qui voient que dans leurs écoles, il y a des enfants dont les parents n'ont pas de papier, donc les enfants n'ont pas de papier non plus, etc. Ça commence comme ça, il y a, 3-4 ans. Maintenant, c'est un réseau qui compte des citoyens de toute opinion politique, de toutes sortes. Voilà. C'est-à-dire que parti d'un noyau qu'on aurait pu catégoriser et balayer, c'est des mouvements, comme Pierre le disait tout à l'heure, qui sont des mouvements citoyens.
qui concerne parfois tout un village. Je pense à un village breton dont j'ai oublié le nom, mais où tout le monde s'est défendu parce que voilà, il y avait 12 Maliens qui étaient en situation irrégulière, mais qui travaillaient depuis des années dans une entreprise locale. C'était un abattoir, voilà. Et tout d'un coup, ils se retrouvent interpellés, placés en centre de rétention, menacés d'expulsion. Excusez-moi, Oui. un appel pour toute la France. Allez-y, Adèle. Ces gens-là, on est capable de partir chez nous, d'accord? On est capable de partir chez nous, mais on va organiser nos premières élections et on demande, on prie la France et les pays développés de ne pas intervenir, parce que c'est eux qui interviennent. Vous êtes Vous originaire êtes d'où? originaire d'Algérie? Moi, je suis originaire d'Algérie. D'accord. Vous parlez de l'Algérie, des élections. Bah, je parle de tous les pays développés, madame. Parce que moi, je suis international. Donc, je suis Vous êtes un humaniste. citoyen du monde. Moi, je suis humaniste. Ça me choque. Ça me choque. Je dis pas que il n'y a pas des gens honnêtes, que ce soit de la droite ou de la gauche. C'est loin de ça. Mais il faut revoir un petit peu les mécanismes de la politique, parce que c'est aberrant. On est en 2007, qu'on arrête un peu ce qui se passe maintenant. Ce qui me fait peur, sincèrement, honnêtement, ce qui me fait peur, c'est que dans 30 ans ou 40 ans, la France, il ne pourra plus maîtriser tout ça. Il serait plus capable de maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé le développement prendre le bon sens dans les pays sous-développés. Tout simplement. Madame, je vous donne un petit exemple. Quand on donne de l'aide aux pays sous-développés, on leur impose le cadre d'investissement. On leur impose. Ouais, alors Pourquoi? là, Adèle, vous rentrez dans des considérations. Enfin, vous savez que normalement, tout ça, c'est une question d'équilibre. Tout ça, c'est lié, madame. Qui est des échanges économiques entre les pays. Ah ben, c'est lié, madame. Quand on propose à une personne en situation irrégulière 2000 euros pour rentrer chez lui, comment il va faire avec les 2000 euros? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Ça, Pierre peut intervenir. L'aide au retour, c'est un sujet très particulier. 2000 euros, vous savez combien Adèle. ça... Oui, madame. Oui. Vous abordez En fait, des sujets différents. C'est très différent. Vous abordez des sujets différents. Et... Oh, mais c'est la réalité. Je pars sur le terrain. Non, mais attendez. Si vous voulez bien que je vous réponde, lorsque vous énoncez l'idée selon laquelle avec 2000 euros on ne peut pas retourner dans le pays d'origine, en réalité, pour que tout le monde vous comprenne, il faut que vous signaliez que ces 2000 euros, d'ailleurs c'est pas 2000 euros, c'est un petit peu plus, dans certains cas, concerne l'aide au retour volontaire qui est proposé aux personnes en situation irrégulière et qui acceptent de quitter volontairement le sol français. Il y a d'autre part éventuellement une aide au retour qui est également donnée à des personnes qui voudraient retourner dans leur pays volontairement et qui, elles, sont en situation régulière. Et là, vous signalez la faiblesse de l'aide. Et je vais vous dire qu'effectivement, il n'y a pas simplement le problème de la faiblesse de l'aide, qui n'est pas suffisamment attractive, mais il y a également le suivi dans le pays d'origine, parce que ce n'est pas le tout de repartir même avec 3000 euros, même avec 3500 euros. Il faut encore que le projet soit viable et que les conditions de développement de ce projet dans le pays d'origine puissent être mises en œuvre sans se heurter à un certain nombre de difficultés administratives. Par exemple, lorsqu'on donne des aides au retour en Afghanistan, c'est arrivé. Il y a 2 ans, on a renvoyé un certain nombre de personnes vers l'Afghanistan avec des aides données aux Afghans qui étaient arrêtés vers Calais, des aides au retour. Alors on leur donnait
1000 euros, 1200 euros. Alors évidemment, à Kaboul, vous arrivez avec 1200 euros, pendant au moins quelques jours, vous êtes véritablement le roi. Mais hélas, ça ne dure pas très longtemps parce que, évidemment, allez donc faire des projets de co-développement aujourd'hui avec l'Afghanistan. Donc on voit bien que toutes ces politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui et qui d'ailleurs ne sont pas nouvelles, parce que je rappelle que l'aide au retour, en réalité, ça a été initié à partir de 1974-75. Le maître, si j'ose dire, à penser de ces mesures d'aide au retour s'appelait, et s'appelle toujours d'ailleurs, Lionel Stoléru. À l'époque, y compris le gouvernement français, sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing, qui était président de la République, et avec la bénédiction de Jacques Chirac, qui était Premier ministre, avait mis en place un programme de renvoi, enfin de proposition de renvoi de 30 000 familles algériennes vers l'Algérie. Parce que disait que voilà, l'immigration familiale c'était fini. L'Algérie avait résisté à l'époque, les familles également, et l'aide de Lionel Stoléru avait été caricaturée d'une certaine manière par tous les opposants à cette aide sous la forme « prends 10 000 balles et tire-toi ». C'est une formule qui a traversé les âges. Finalement, on s'aperçoit que les choses n'ont pas tellement évolué. Simplement, aujourd'hui, l'aide au retour s'adresse d'abord prioritairement à des gens qui sont en situation irrégulière sur le sol français. Alors qu'en 1976, c'était la différence, ça s'adressait à des gens qui étaient en situation régulière. Donc voilà, pour ce qui concerne l'aide au retour, qui pose évidemment un certain nombre de difficultés, parce que les gens qui sont ici ne retournent pas dans leur pays pour quelques milliers d'euros. Farid, bonjour. Allô? Bonjour Farid. Oui, bonjour David, et bonjour monsieur et dame. Pierre-Henri Pascal Aigret. Pierre, Pascal et Pierre-Henri, monsieur Pierre-Henri, Pierre-Henri. tu le connais, monsieur Pierre-Henri, Oui, directeur oui, oui. général de France Terre d'Asile, Oui. et Miss Pascal Aigret, journaliste, tous les deux, ils viennent de publier un bouquin, le livre qui s'appelle Cachant la vérité, et voilà, on vous écoute Farid. Bon, bonsoir à vous tous. Oui, monsieur Henri, vous voulez dire quelque chose, monsieur Henri? Non, Voilà. Quand vous dites cachons la vérité, c'est cachant du nom de la ville. Hein. Oui, C'est pas, c'est cachant, c'est pas on cachant. ne cache pas la vérité. Mais je crois que... Non, vous dévoilez la vérité, Voilà. ça. Oui, je crois que le problème de l'immigration est quelque chose d'assez compliqué. Ah, ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'intérêts divergents en jeu. Il y a des multinationales, comme l'avait dit un précédent intervenant. Lorsque vous prenez par exemple Total, vous avez des sociétés pétrolières, aussi bien au Congo qu'en Algérie, qu'en Birmanie, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas de vrai, comment on appelle ça, une politique humaniste, il n'y a qu'une politique d'intérêt financier. Et lorsque les gouvernements qui sont en place sont des dictatures et qu'on commerce avec eux, forcément ça peut créer de la misère, et cette misère crée de l'immigration. Forcément. Oui. Donc je crois qu'il y a quelque chose, le fait de prendre de l'immigration, c'est très généreux, c'est très humain. Mais est-ce que vous ne rendez pas service d'une certaine manière à ces gouvernements? Parce que lorsqu'il y a une population qui est affamée, elle est au pied du mur, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se révolte. Oui. Et si on prend de l'immigration en disant on va régler le problème, en fait on règle rien. Mais d'abord, Voyez-vous, les choses ne se passent pas exactement comme vous les décrivez. Si les mécanismes étaient si simples, s'il suffisait d'affamer les populations pour qu'elles se révoltent et qu'elles balaient leurs dictateurs, alors il n'y aurait plus de dictature en Iran, il n'y aurait plus de dictature en Birmanie, il n'y aurait plus de dictature en Afrique dans de nombreux pays. Les choses sont un peu plus complexes que ce que vous dites. Et puis, je vous fais remarquer une chose. Vous dites, oui, l'immigration est une affaire compliquée. Vous avez bien raison. Mais moi, je pense que les choses seraient bien plus simples si demain, par exemple, le droit de vote
été donné aux étrangers séjournant régulièrement sur le sol français depuis par exemple 5 ans, 7 ans, on peut toujours discuter sur la durée. Et à partir de ce moment-là, vous verriez que, y compris le regard des responsables politiques changerait parce qu'il y aurait quelques conséquences en matière électorale. Tant que on peut parler d'une certaine manière des étrangers qui sont sur notre sol en toute impunité d'une certaine manière, qu'on peut faire commerce de la thématique de l'immigration, eh bien, évidemment, on aura toujours des surenchères. Maintenant, sur le plan international, je vous rappelle simplement, parce qu'il faut tout de même garder raison, il y a 191 millions d'immigrants dans le monde. Je vous rappelle que nous sommes 6 milliards. 191 millions d'immigrants dans le monde. Et il y en a 75 millions dans les pays en développement. Il y en a 110 millions dans les pays développés. Sur les 15 dernières années, il y a environ 30 millions de nouveaux immigrants qui sont allés dans les pays développés. 15 millions aux États-Unis, 4 millions en Allemagne, 4 millions en Espagne. Bon, voilà, mais ça c'est sur les 15 ans. Et donc ça veut dire que sur la plupart des pays européens, ça représente à peu près moins de, et il faut l'expliquer, il y a moins de 300 000 personnes qui sont rentrées par exemple chaque année en Allemagne, et il faut voir pourquoi, parce que le mur de Berlin qui s'est effondré sur l'Espagne. Je vous rappelle que c'est la frontière avec l'Afrique. En ce qui concerne la France, sur les 15 dernières années, il est rentré environ chaque année aux alentours, on va dire en moyenne, de 100... Non, vous me laissez terminer. Oui. De 150... Il est rentré 150 000 personnes. Bon, 150 000 personnes pour un pays de 60 millions d'individus, c'est quelque chose qui a été assumé et voulu par la nation française. Voilà la réalité des choses. Donc il faut pouvoir aussi éclairer nos auditeurs. Et donc c'est pas quand vous refuserez éventuellement l'entrée sur notre territoire à, j'en sais rien, 3000 Algériens, 1000 Birmans, 150 Irakiens, que vous allez comment contribuer à la démocratie dans le pays d'origine. Moi, je crois qu'on contribue à la démocratie dans le pays d'origine en protégeant les personnes, en leur permettant tout simplement de se reconstruire ici et de pouvoir exporter la fameuse devise de la République française liberté, égalité, fraternité, mais également la laïcité. C'est comme ça qu'on peut œuvrer à la paix dans le monde. C'est pas en fermant nos portes. Attendez, monsieur Pierre-Henri, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, Farida. À partir du moment où on dit en Iran, on ne commerce pas avec l'Iran, parce que c'est une dictature. Comment se fait-il qu'on peut commercer avec des dictatures qui arrangent une certaine idéologie, c'est-à-dire l'idéologie d'oppresser le peuple? L'Iran a certainement une dictature, mais toutes les dictatures ne se valent-elles pas? Pourquoi est-ce qu'une dictature, on ne commerce pas avec elle, et pourquoi d'autres, on commerce avec elle? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Où on déclare la guerre à toutes les dictatures. Il n'est pas Bernard Kouchner, hein, il est Pierre-Henri. Oui, ça, il faut poser la question à Bernard Kouchner. Et moi, je suis pas va-t-en-guerre, moi. Non, je ne parle pas de déclarer la guerre dans le sens, c'est-à-dire physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commerce avec certains pays qui sont dictatures, est-ce qu'il y a des dictatures tolérables et des dictatures qui ne le sont pas? Évidemment que non. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Iran c'est une dictature et tous les autres pays ce sont des démocraties alors? Mais vous savez, Farid, pendant des années, l'Irak n'était pas véritablement désigné comme dictature jusqu'au jour où elle l'a été. Et puis bon, alors ça, on rentre dans des questions qui n'ont pas grand-chose à voir, me semble-t-il, avec, sauf quand il y a une guerre effectivement au final et qu'il y a des départs, mais avec l'immigration, enfin avec ces questions. Comme l'Algérie, qui est un pays très riche, qui a donc le pétrole, le gaz et d'autres produits de richesse naturelle, je ne comprends pas comment est-ce qu'il y a encore des gens archi-milliardaires dans ce pays, d'une manière insolente, et que le peuple est obligé d'immigrer alors qu'il y a des Chinois qui viennent travailler.
Comment vous l'expliquez ça? Non, mais qu'il y ait un problème éventuellement à l'intérieur de la société algérienne. C'est évidemment aux Algériens de régler cette question. Nous n'allons pas non plus aujourd'hui déclarer la guerre à l'ensemble des pays qui ont des visions différentes de la conduite de leurs affaires. Vous imaginez, compte tenu y compris du rapport particulier qu'il y a entre la France et l'Algérie, ce qui se passerait si vous voulez dire qu'il faut que la France, ou qu'il y a des intérêts entre la France et l'Algérie, et des intérêts économiques puissants, oui, sans doute. Mais encore une fois, il y a aussi une histoire très forte entre l'Algérie et la France, un peu plus de 170 ans d'histoire, dont 130 ans de présence en Algérie, qui fait que simplement des deux côtés des rives de la Méditerranée, il y a des familles qui sont aujourd'hui séparées. À l'intérieur de même famille, il y a des membres français, il y en a d'autres qui sont algériens. Moi, je plaide pour la circulation, évidemment, des deux rives de la Méditerranée. Et je ne crois pas que tenir à l'écart du mouvement du monde toute une population soit une façon de l'aider. Pour être plus clair, je trouve que la politique, je pense que la politique de visa que nous menons vis-à-vis de l'Algérie n'est pas acceptable, qu'il n'est pas acceptable de maintenir à demeure toute la population et particulièrement tous les intellectuels qui aujourd'hui, qui sont parfaitement francophones et qui ne peuvent même pas échanger avec leurs homologues français ou dans des pires difficultés. Je trouve qu'il n'est pas normal que des populations, des familles entières doivent attendre des mois avant de se voir délivrer des visas qui sont de très courts séjours. Et je pense qu'en agissant ainsi, non seulement on ne permet pas à une évolution de la société, on la bloque et on favorise parallèlement l'immigration irrégulière, parce que bien évidemment, de toute façon, face à ces difficultés, que font les gens? Eh bien, ils contournent ces difficultés en employant des filières. Mais regardez, lorsqu'un pays tel que l'Algérie a des cerveaux qui partent à l'étranger, ne pensez-vous pas d'une certaine manière c'est une façon d'appauvrir ce pays, donc de ne pas résoudre le problème de l'évolution industrielle et technologique, puisque les têtes s'en vont, il ne reste plus que les cultivateurs et quelques paysans. N'exagérez pas, il y a aussi en Algérie un certain nombre de personnes qui sont des cerveaux, comme vous dites, qui contribuent à l'évolution de leur pays, qui sont de fervents patriotes tout en étant très ouverts au monde. Je vous assure, je suis allé encore récemment à des séminaires, des conférences à Alger. Ces gens, je les ai rencontrés et la plus grande difficulté, leur plus grand désir, c'est pas de quitter l'Algérie pour venir en France, c'est de pouvoir circuler. Le grand problème, circuler simplement, de pouvoir faire des allers-retours entre l'Algérie et la France. La plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui dans notre pensée migratoire, c'est d'enfermer les gens sur un territoire. Vous savez pourquoi il y a tant de difficultés? Parce que, par exemple, quand une personne a un titre de séjour ou un visa, plutôt que de repartir alors qu'elle en a le désir, elle ne repart pas parce qu'elle sait si elle sort du territoire national, elle ne rentrera pas. C'est difficile de rentrer. C'est difficile de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste. Elle reste et elle se retrouve en situation irrégulière, puisque son visa expire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut penser la migration aujourd'hui de manière pendulaire. Il faut penser des allers-retours. Alors, c'est peut-être un peu plus complexe, difficile à organiser, mais en tout cas, ça permettrait d'éviter beaucoup de drames et d'être plutôt dans une relation d'équilibre et d'intérêt partagé entre le pays d'origine et le pays d'accueil et dans l'intérêt des migrants eux-mêmes.
Voilà Farid. Merci Farid de ton intervention. À bientôt Farid. Allô? Oui Farid. Oui, juste un mot. Oui, Lorsque vous voyez dans un pays, justement comme l'Algérie, lorsque vous savez que quelqu'un est malade, que pour avoir une place à l'hôpital, il faut de la corruption, oui. Est-ce que vous pensez que dans un pays aussi riche que ça, est-ce que vous trouvez que... C'est normal? Non mais justement, le problème est là. Qu'est-ce qui pourrit ces pays-là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette pauvreté? Ce n'est pas le pays qui est pauvre. Ce sont les politiciens qui sont des corrompus. Oui, mais ça c'est vrai. Donc le problème il est là. Ce n'est pas parce qu'on va prendre quelques immigrés qu'on va résoudre le problème. Ça fait l'effet contraire. Mais non, mais vous mélangez deux choses. Vous portez une critique qui est justifiée éventuellement sur le régime algérien et qui peut être corroborée par un certain nombre d'exemples. Et puis en même temps, vous tracez une autre argumentation qui est de dire, eh bien, en réalité, il faut accueillir personne, parce que si on accueille du monde, c'est d'une certaine manière qu'on aide ce régime. C'est absurde comme raisonnement. Il y a encore une fois un certain nombre de gens, et je crois qu'on peut faire évoluer aussi le régime en permettant les allers-retours. C'est évidemment en s'ouvrant aux autres que la société algérienne peut aussi se débloquer. Je reste persuadé que le fameux dicton de Mao en disant un pauvre, s'il a faim, ne lui donne pas un poisson, mais apprends-lui à pêcher, c'est-à-dire apprendre à être digne et à se révolter, à avoir l'indignation et le courage et l'organisation pour se révolter, sinon ça ne changera jamais. D'accord. Voilà, je vous dis au revoir. Merci, au revoir Farid. Merci Farid, au revoir. Alors, cette question-là, M. Pierre-Henri, que vous venez d'évoquer, c'est très intéressant. Pascal Gray, pour une question de visa, facilité de visa. Parce que c'est vrai, pour la plupart des gens, quand ils viennent ici, ils restent, ils ont peur de retourner. Pour en revenir à ce que disait Farid, la question, c'est pas quelques immigrés qui s'en vont et qui, du coup, enlèvent les forces vives de leur pays. Si les visas étaient beaucoup plus simples à obtenir, les gens viendraient faire 3 ans d'études en France, retourneraient facilement en Algérie, reviendraient éventuellement compléter leur cycle d'études par 2 autres années, reviendraient au pays, enfin on peut tout imaginer. À partir du moment où on arrête effectivement par exemple, le regroupement familial pour obtenir ne serait-ce que le droit, et ça c'est une migration régulière, et le droit d'avoir l'un de ses enfants auprès de soi quand on est en situation régulière en France et qu'on travaille, ça prend des mois à l'heure actuelle. Il y a des conditions de ressources, il y a des conditions de logement. Ça crée quoi ça crée des gens qui finissent par faire venir leurs enfants par d'autres biais, des enfants qui vont se retrouver en situation irrégulière, et dans des situations administratives complexes. L'idée, c'est pas de pomper les populations ou de faire en sorte que... de toute façon, les gens bougent, personne ne vient les prendre. C'est la mondialisation, c'est la richesse. Je me souviens, pour être aussi allé en Algérie en 99, que ce qui avait conduit et la mondialisation, c'est pas seulement la circulation des personnes, c'est aussi la circulation des informations. J'étais à Oran, et ce qui avait beaucoup, alors que c'était interdit, les antennes paraboliques avaient permis En 89. En 99. Avait permis à beaucoup de gens d'avoir un autre regard sur la propre situation de leur ville et de leur pays. Et ça, c'est pas forcément, ça leur donne pas forcément envie de partir, ça leur donne un autre et d'autres outils, y compris pour se battre dans leur propre pays. Vincent, bonjour. Bonsoir tout le monde. Alors, on m'a recommandé d'articuler proprement la question que j'allais à vous poser. Donc, j'espère que vous m'entendez assez. Que j'articule assez correctement. Non, c'est une plaisanterie privée, private joke. Dans tout ce fatras des propos qui ont été tenus, des ambiguïtés assez savantes. Moi, ce qui m'interroge par rapport à vos invités, messieurs amis, c'est que ce que j'aimerais comprendre, peut-être que c'est un passage que j'ai pas pu entendre parce que j'ai pris ça pour mon cours de route, c'est quelle serait la position que pourraient avoir vos invités à l'égard, disons, du glissement sémantique qui est fait sur
l'utilité, ou on pourrait dire l'aspect utilitaire de l'immigré, en vertu duquel à l'aune, disons, de l'esprit de notre époque, si on immigre, il faut forcément qu'il soit utile de gré ou de force. Oui, vous rejoignez l'idée de l'immigration choisie. C'est bien ça, oui. Oui, j'avais bien compris. D'abord, je veux vous dire que l'immigration choisie, c'est un terme malencontreux parce que ça renvoie à immigration subie. Et immigration subie, ça signifie que des centaines de milliers de personnes qui ont participé à la construction de notre pays depuis 40 ans, finalement ont été subis. En France, c'est pas très sympathique pour eux. Ça, sur le plan des symboles, je crois que c'est une chose qui est pas très acceptable. Quand on dit jetable, c'est ça. Oui, d'une certaine manière, c'est ça. Ensuite, je pense qu'il y a un débat qui est légitime, que l'on peut ouvrir dans ce pays, qui est tout simplement de réfléchir à l'offre et à la demande de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs qui ont besoin d'emploi et qui n'arrivent pas à trouver les ressources appropriées. Et il y en a notamment, tout le monde le sait, il y a des emplois disponibles dans le bâtiment, dans l'hôtellerie-restauration, dans l'aide à domicile, dans la sécurité. Et moi je suis de ceux, d'ailleurs on le développe dans le livre avec Pascal, nous pensons qu'il faut développer des contrats éthiques avec les pays d'origine. Autrement dit, pourquoi pas des accords bilatéraux, pourquoi pas la mise en place d'agences pour l'emploi, à partir du moment où on, évidemment, cadre le contrat de travail, on donne des assurances aux personnes qui vont venir travailler éventuellement en France, dans un cadre législatif précis, avec un contrat précis, avec une rémunération précise, avec une sécurité sociale précise, et avec la possibilité, évidemment, une fois que le travail est terminé, de pouvoir revenir. C'est cela qu'il faut imaginer, c'est cette migration pendulaire-là qu'il faut imaginer. Mais, en même temps, il ne faut pas penser qu'une mesure de politique publique va régler le problème des migrations une fois pour toutes. Dans le domaine des migrations, nous avons essayé de le dire auparavant, nous sommes face à une série de défis, une série de dérèglements. Et nous pouvons essayer de faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons surtout essayer de ne pas manipuler les symboles, de conserver une certaine idée de nous-mêmes et de notre système de droit. C'est cela que nous devons faire, mais nous devons également savoir que ce désordre du monde, il est aussi devant nous, et que la question des migrations, nous n'allons pas la régler d'un coup de baguette magique, comme ça, par une mesure de politique publique. Je crois qu'il faut effectivement encadrer les choses, faire effectivement des contrats éthiques, offrir des garanties aux personnes qui viennent ici, inventer une migration qui soit une migration pendulaire, passer des accords avec les pays d'origine, participer à leur développement. Je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de travail et que normalement il ne devrait pas y avoir de place pour la démagogie et la surenchère sur ce terrain. Voilà, Vincent. Oui, le propos est très généreux. Il n'est pas généreux.